Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Isabelle Lasserre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste des questions de diplomatie et de géopolitique. Et après Macron-Poutine, les liaisons dangereuses, publié en 2023, vous faites paraître toujours aux éditions de l'Observatoire un essai intitulé « Les fantômes de Munich, l'Europe face aux défis du monde contemporain », une enquête dans laquelle vous vous interrogez sur les ressources politiques, militaires, psychologiques de l'Europe face aux dangers géopolitiques de l'époque, du moment, dangers qui la menacent à ses confins avec la Russie, mais aussi au sein du bloc allié, avec les interrogations qu'a fait naître le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et cette épreuve du temps présent rappelle, selon vous, celle posée en 1938 lors de la conférence de Munich. Il y a des Munich tous les jours, c'est ce qu'estime le géopolitologue François Hesbourg, que vous citez. Isabelle Lasserre, en quoi cette référence vous est-elle apparue pertinente pour analyser le moment que nous vivons en Europe? Est-ce que le danger est de même nature qu'à l'époque? Non, il n'est pas de même nature. On ne peut pas faire un copier-coller entre 1938 et aujourd'hui. Déjà pour une simple raison, c'est que aujourd'hui, le monde et les puissances dont on parle ou dont on va parler ont la bombe nucléaire. Donc c'était pas du tout le cas en 1938 et ça change absolument tout. Il y a néanmoins des similitudes. Certains sont tentés de comparer la période actuelle, notamment en ce qui concerne l'Ukraine, à la période de 1914-18, en disant il ne faut pas reproduire avec la Russie ce qu'on a fait avec l'Allemagne. Il ne faut pas humilier. C'est-à-dire l'humilier pour ne pas créer un sentiment de revanche. Moi, je pense que ce qui se passe en Ukraine, et qui d'ailleurs s'applique à de nombreuses autres crises et domaines, relève davantage de 1938, c'est-à-dire que comme à l'époque, certains dirigeants européens ont la tentation pour abreuver la bête, en fait, pour abreuver le dictateur impérialiste qui attaque ses voisins, de lui céder une partie du pays qu'il a envahi en espérant que ses ambitions s'arrêteront là et qu'il en sera satisfait. Alors, en 1938, la France et l'Angleterre ont accordé les Sudètes à Hitler pensant qu'il n'irait pas plus loin et qu'on préserverait la paix. C'était Churchill. Finalement, on a eu le déshonneur et la paix. Hitler s'est emparé de toute la Tchécoslovaquie et de la Pologne. Et la France et l'Angleterre, qui voulaient freiner la guerre, enfin l'empêcher, ont été entraînés dans cette guerre. Je crois qu'aujourd'hui, cette tentation existe avec Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'on se dit, certains se disent encore, ça a été le cas notamment de Angela Merkel pendant assez longtemps, mais il y a toujours cette tentation européenne, et même elle existe chez Trump, de se dire, bon, allez, on file le Donbass, la Crimée à Vladimir Poutine, et ça lui suffira, il va s'arrêter. Je pense que c'est fondamentalement faux. C'est-à-dire, je pense qu'au contraire, pour des personnalités de ce type, et je ne compare pas du tout Vladimir Poutine à Hitler, ça n'a rien à voir, mais pour des dictateurs de cette envergure qui se nourrissent de la guerre perpétuelle, l'appétit vient en mangeant, et que le risque principal est au contraire que Vladimir Poutine considère ces concessions, qui seraient faites sur le dos de l'Ukraine, comme un encouragement à aller bien plus loin, et comme une preuve de faiblesse de l'Occident et de l'Europe. Vous vous rappelez que la conférence sur la sécurité de Munich, à haute annuelle très suivie, a servi d'indicateur d'évolution en cours de ces 2 dernières décennies, de rupture annoncée. Alors très récemment, avec le discours nerveux, très sévère contre les démocraties européennes du vice-président américain J.D. Vance, mais aussi en 2007, vous parlez d'Angela Merkel, avec un discours remarqué de Vladimir Poutine, très offensif, très dur vis-à-vis de l'hégémonie américaine et de l'élargissement de l'OTAN. Une intervention qui avait lieu après le rapprochement des années post-11 septembre entre Washington et la Russie. Isabelle Lasserre, comment, en tant que journaliste, que vous aviez vécu ce moment de 2007? Est-ce qu'il vous apparaissait déjà assez clairement que le président russe avait changé de braquet? Vous notez que les dirigeants européens, notamment Angela Merkel, n'y avaient pas prêté beaucoup d'attention, pas suffisamment d'attention en tout cas. Oui, il était absolument évident à l'époque que Vladimir Poutine avait déjà changé de braquet et que l'Europe se faisait complètement avoir. Elle s'est fait avoir, par exemple, au changement de poste entre Dmitri Medvedev, qui est devenu président à la place de Poutine. Qui est devenu Premier ministre. Voilà. Il était bien évident que Dmitri Medvedev n'était qu'une marionnette de Vladimir Poutine, mais tout le monde en Europe a cru que soudainement, on avait un président beaucoup plus soft, qui voulait coopérer avec l'Occident, avec l'Europe.
Poutine a vraiment voulu se rapprocher de l'Europe en 2003-2004, mais ça n'a pas duré vraiment longtemps. Et le discours de 2007 marque une vraie rupture. C'est-à-dire que c'est un discours anti-occidental, anti-américain, anti-Union européenne. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'effectivement, quand on cite Merkel, on voit les images de l'époque sont assez époustouflantes. Merkel a les yeux rivés sur Vladimir Poutine, qui est très, très agressif. Forcément, elle le comprend. Elle devrait être très sensible, en fait, au discours de Vladimir Poutine, parce que Angela Merkel a été élevée à l'est de l'Allemagne, dans un régime communiste. Vladimir Poutine a fait ses armes comme jeune agent du KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est. Donc, ils parlent tous les deux langues, l'allemand et le russe, et ils savent de quoi ils parlent. Elle devrait savoir de quoi parle Vladimir Poutine, elle devrait le comprendre, et en fait, il se passe rien, c'est-à-dire elle ne le lit pas, en fait. Elle n'entend pas vraiment ce qu'il dit, mais les autres pays européens non plus. Et d'ailleurs, en 2008, tout de suite après, la Russie a envahi la Géorgie. Juste après le veto de l'Allemagne et de la France à l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Donc c'est vraiment une rupture en 2007. Est-ce que vous diriez qu'on a malgré tout un peu négligé ce désir de revanche, ce désir de restauration de la Russie après la chute de l'URSS? Est-ce qu'on a mal géré aussi ce sentiment d'humiliation? Vous citiez tout à l'heure cette référence à 14-18, c'était la ligne d'Emmanuel Macron. C'était une conférence de presse d'Emmanuel Macron en juin 2022. On est 4 mois après l'invasion de l'Ukraine. Il a cette référence de 18 en tête. Alors moi, je pense que ceux qui sont véritablement humiliés dans la région, c'est plutôt les Géorgiens, les Ukrainiens et aussi les Russes qui vivent sous une dictature absolument... sous un pays ultra-autoritaire qui est en train de devenir une dictature. Je pense que les Occidentaux, après la chute du mur, ont été sans doute trop arrogants avec la Russie. Je pense qu'ils n'ont pas compris le choc psychologique et émotionnel et géopolitique que ça avait provoqué chez les Russes. Et c'est vrai qu'ils se sont dit, on a gagné la guerre froide, sans essayer de comprendre si les Russes, en fait, avaient intégré le fait qu'ils avaient perdu la guerre froide. Et donc, on n'a pas vu ce sentiment de revanche se développer. Mais on n'a pas humilié les Russes. Souvent, ceux qui défendent cette thèse citent en exemple l'OTAN. Ils disent l'OTAN, les États-Unis ont poussé l'OTAN à l'est de l'Europe. Il est normal que Vladimir Poutine et les Russes en aient été extrêmement meurtris, mais c'est pas l'Occident et c'est pas les États-Unis qui ont poussé l'OTAN. C'est des pays qui ont vécu longtemps sous le joug communiste, qui sont devenus indépendants et qui étaient désireux de se protéger de la Russie. Pour se protéger d'un pays qui reste dictatorial, ont voulu rejoindre une alliance et le camp des démocrates. Et on ne peut pas reprocher à des pays indépendants de vouloir se rapprocher d'un camp démocrate qui les protège. Est-ce que l'analogie historique peut être trompeuse dans la conduite des affaires au présent? Est-ce que les dirigeants peuvent parfois manquer la singularité d'un événement ou s'appuyer sur une référence un peu erronée? Est-ce qu'on peut parler de biais cognitifs parfois qui interviennent dans la conduite des affaires internationales? Mais oui, en fait, je pense que l'erreur principale des Occidentaux a été de refuser de regarder la Russie avec des lunettes russes. On a projeté sur la Russie notre mode de vie occidental, nos attentes occidentales, notre manière de vivre la démocratie, sans comprendre que c'est pas forcément comme ça qu'on raisonnait à Moscou. Et c'est pour ça qu'on s'est planté à chaque fois. C'est-à-dire, par exemple, en février 2022, on se dit Poutine ne va jamais envahir l'Ukraine. C'est pas possible, c'est pas rationnel. Ce n'est pas dans son intérêt. Ce n'est pas dans son intérêt et ce n'est pas rationnel. Mais qu'est-ce qu'on sait des intérêts de Vladimir Poutine? On a sous-estimé le poids de l'idéologie, le poids de la revanche historique, le poids de l'émotion. Et on a surestimé
le poids de l'économie, plutôt de la crise économique. On se dit, là c'est pareil, on se dit, bon, l'économie russe va forcément s'effondrer, les Russes vont forcément se rebeller, l'économie russe va mal, mais il y a une résilience particulière à la fois dans la société russe et à la fois dans l'économie russe. D'abord parce qu'elle se fait aider par des amis, mais parce que aussi, c'est pas comme ça que la Russie fonctionne. L'idéologie, le désir de revanche peut être plus important que les faiblesses de l'économie pour Vladimir Poutine. Donc, à chaque fois, on a compris à l'envers. On va parler dans quelques instants du Proche-Orient, mais plus globalement, Isabelle Lasserre, est-ce que par ses choix, l'Europe espère pouvoir échapper au retour de l'histoire? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que l'Europe a vraiment cru, à la fin des années 80, au début des années 90, après la chute du mur et l'effondrement de l'explosion de l'URSS, l'Europe a cru qu'elle sortait de l'histoire. Mais elle est sortie volontairement de cette histoire. C'était une sortie joyeuse, une sortie heureuse, puisque cette sortie de l'histoire, pour les Européens, était liée à la paix éternelle. C'est-à-dire qu'on était persuadé d'avoir éradiqué pour toujours la guerre du continent, et on était aussi persuadé que désormais, les conflits entre États ne se résoudraient que par la diplomatie et par les négociations, et que d'ailleurs le modèle démocratique était devenu tellement fort et tellement attractif, puisqu'il avait vaincu, allié au capitalisme, le modèle dictatorial communiste, il allait forcément se répandre comme une traînée de poudre à travers tout le monde. Les Américains ont fait aussi la même erreur, les néoconservateurs américains, quand ils ont viré Saddam Hussein d'Irak. Ils ont 2003. pensé qu'en 2003, ils ont pensé que selon la théorie des dominos, la démocratie allait se répandre dans tout le Moyen-Orient. Enfin, ça n'a pas du tout marché comme ça. Et les Européens ont fait la même erreur. Alors vous consacrez dans le livre un chapitre à Israël, l'allié de l'Occident critiqué. Le traumatisme du 7 octobre explique la violence de la réponse militaire israélienne, écrivez-vous Isabelle Lasserre, et vous estimez que là aussi, l'esprit de Munich est à l'œuvre. Sous quelle forme? Eh bien, l'esprit de Munich, je le vois aussi effectivement peser sur ce dossier. Quand je vois une partie de la gauche, quand je vois une partie des étudiants, des campus, que ce soit aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays européens ou l'Allemagne, prendre complètement fait et cause pour le Hamas, quand je vois l'antisémitisme se développer extrêmement rapidement, sans qu'il n'y ait d'ailleurs de réaction assez forte de la part des gouvernements et des autorités, et quand je vois la manière dont certaines élites se trompent complètement d'ennemis. Il est évident pour moi que l'ennemi, c'est celui du 7 octobre. C'est le Hamas qui a commis les massacres du 7 octobre. Et ce n'est pas le 8 octobre, ce n'est pas la réponse armée d'Israël à ces massacres, même si après on peut critiquer la manière dont Benyamin Netanyahou a géré la guerre et peut-être un excès de violence. Notamment peut-être, écrivez-vous, pour restaurer la dissuasion israélienne dans la région. Pour restaurer la dissuasion israélienne dans la région, bien entendu. On ne peut pas ne pas rappeler que, même si elle est un petit peu abîmée parfois par Netanyahou, Israël reste la seule démocratie du Moyen-Orient, reste un pays extrêmement isolé, attaqué de toutes parts. Et je trouve que quand on a des politiques en zigzag, comme a été celle de la France, qui est de dire un coup il faut taper sur Israël, un coup il faut taper sur le Hamas, on n'ose pas vraiment toujours nommer les choses. C'est problématique parce que je pense que dans des situations et des périodes aussi dramatiques que ça, on ne peut pas se permettre le choix du en même temps. Alors, en même temps, c'est Macron, mais beaucoup de dirigeants européens font ça. C'est-à-dire que, et c'est pareil pour Vladimir Poutine, on ne peut pas mettre sur un même pied l'agresseur russe Vladimir Poutine et les résistants ukrainiens et Volodymyr Zelensky. Et bien là, c'est pareil. On ne peut pas mettre sur un même pied un mouvement terroriste
qui attaque Israël, et Israël, même si on considère que la réponse guerrière a peut-être été trop loin. Donc on ne peut pas, il faut savoir désigner son ennemi, et je pense que les démocraties qui n'arrivent plus à désigner leur ennemi sont des démocraties qui ne savent plus ce qu'elles sont et qui sont extrêmement faibles, et je pense qu'il y a un très grand danger. Alors vous citez à ce propos Bernard-Henri Lévy qui parle d'un double esprit de Munich à la fois sur l'Ukraine et sur le Proche-Orient. Vous citez également, je voudrais vous faire réagir à cela, une remarque de l'ancien chef d'état-major des armées, le général de Villiers. Il faut être équilibré, mais pas en même temps, car nous avons besoin de choisir notre camp. Ce n'est pas ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 2 ans. Emmanuel Macron a choisi son camp sur le dossier russo-ukrainien. Il a mis longtemps, il a mis 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, il était un peu au milieu, et aujourd'hui il a vraiment choisi son camp, qui est le camp de la résistance ukrainienne. Après, il y a un autre sujet qui est que la crise économique française ne nous permet pas d'aider l'Ukraine suffisamment pour lui permettre de gagner. C'est un autre sujet. Sur le Proche-Orient, non, il est allé, je trouve qu'il ne désigne pas suffisamment l'ennemi. Je trouve que quand il reconnaît un État palestinien de la manière dont il l'a fait, je trouve que c'est non seulement inefficace, mais ça donne un drôle de message au Hamas. Au mois d'avril, Emmanuel Macron dit ok, je vais reconnaître l'État palestinien à plusieurs conditions. La condition, c'était le désarmement du Hamas, c'était que les États arabes reconnaissent aussi Israël, et la libération des otages. Et la libération des otages. Et 1 mois après, les conditions, comme elles n'étaient pas faciles à réunir, les conditions sautent. Bon, finalement, qui libère les otages, qui réussit à obtenir la libération des otages, c'est Donald Trump, et Donald Trump n'a pas reconnu un État israélien. Donc, je pense qu'on est allé trop vite, qu'on a voulu contenter, on a pris cette décision pour des raisons de politique intérieure. Je pense qu'il y a une peur du vote musulman en France. Je pense aussi qu'on a peur de la rue qui manifeste pour le Hamas, et je pense que c'est entre autres pour ça, et pour cacher aussi la détresse de politique intérieure du gouvernement français depuis la dissolution. On est obligé de faire des coups diplomatiques, d'organiser des grandes conférences, et à l'arrivée, je pense que c'est improductif. Et vous pensez que ce risque de débordement de la rue en France est l'un des principaux facteurs de l'orientation diplomatique d'Emmanuel Macron sur le Proche-Orient? Non, je pense que c'est un mélange de choses. Je pense qu'il y a les manifestations, je pense qu'il y a le vote musulman, et je pense aussi qu'il y a une volonté de reprendre pied sur le dossier du Proche-Orient, dont la France a été un petit peu exclue, et elle a été un petit peu marginalisée, comme sur d'autres dossiers, hein, comme sur le dossier africain, etc., pour différentes raisons. Donc je pense que lancer des grandes initiatives diplomatiques permet, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, de reprendre pied dans la région. Mais je pense aussi que son initiative a été complètement marginalisée par celle de Donald Trump, et que l'initiative franco-saoudienne, pour l'instant, elle n'est pas vraiment sur la table. Elle a été récupérée par les Américains, qui seuls ont les leviers pour faire pression à la fois sur le Hamas et sur Netanyahou. Et au-delà du dossier israélo-palestinien, vous notez que le président Emmanuel Macron a blâmé Israël et non l'Iran comme la principale force déstabilisatrice au Moyen-Orient. Vous relevez qu'Emmanuel Macron a choisi de dénoncer l'élimination d'Hassan Nasrallah à l'été 2024, chef de l'organisation libanaise Hezbollah, plutôt que de rappeler le caractère terroriste de ce mouvement lié à l'Iran. C'est là aussi l'expression d'un esprit munichois adapté à la sauce orientale? Oui, alors tous les Munich, il y en a plein. Hein. Il y en a aussi vis-à-vis de la Chine. On va en parler. Ouais, d'accord. Mais oui, je pense que le fait de ne pas reconnaître son ennemi et de ne pas pouvoir désigner pleinement son ennemi fait partie de cette politique d'apaisement qui, sur des grandes crises internationales avec des
des oppositions tellement incroyables au niveau culturel, au niveau des modes de vie, ne fonctionnent pas en fait. Et ce qui peut surprendre sur l'Iran, c'est que la France a toujours été à la pointe dans les dossiers à la fois balistiques et nucléaires. Vous vous rappelez la position initiale d'Emmanuel Macron sur l'Iran, mais aussi tout en appelant Israël à la retenue pendant cette guerre des 12 jours au mois de juin dernier. Et vous écrivez qu'Emmanuel Macron, cette fois, a redouté des attaques terroristes de l'Iran sur le territoire français ou contre des intérêts français. Oui, mais le terrorisme pèse forcément dans la définition de la politique moyen-orientale de la France. Comme le Quai d'Orsay pèse aussi dans la définition de la politique moyen-orientale de la France. Donc la menace était avérée. Évident. La menace était avérée. De toute façon, il y a à peu près 10 attentats, je crois, démantelés par les renseignements intérieurs chaque année. Donc il est évident que la France est l'un des pays ciblés par le terrorisme et que ça compte forcément dans la définition. Mais vous avez raison quand même de rappeler que sur le dossier nucléaire iranien, moi je l'ai suivi pendant des années et des années et des années, la France était alignée sur les États-Unis et très alignée sur Israël. La France a une position extrêmement dure pour empêcher l'Iran de devenir un État doté nucléaire. Il y a même eu un moment, au moment de la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA en 2015, où les Français ont durci l'accord face aux États-Unis et à Barack Obama, qui était partisan de lâcher beaucoup plus de mou. Et ça, c'est Laurent Fabius qui l'a fait. Et à l'époque, la France était très, très dure. Sur la question du snapback, notamment. C'était pas encore... Non, le snapback, c'est récemment. C'était à l'époque de la signature de l'accord sur le nucléaire. Oui, ce mécanisme était oui, instauré. D'accord, pardon, je croyais que vous parliez de la restauration. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, la France savait désigner les risques, les ennemis et les dangers. Et c'est vrai que la France est assez bonne en général sur toutes les questions de prolifération nucléaire. C'est vraiment un des dossiers où elle a parmi les meilleurs spécialistes au monde. Petite parenthèse justement sur le dossier nucléaire iranien, on a entendu les évaluations américaines différentes en fonction de ceux qui les exprimaient. On a écouté également les évaluations européennes ou israéliennes. Votre point de vue d'expert de ce dossier-là, est-ce que vous considérez ce programme-là a été retardé d'1 an, de 2 ans, de manière presque éternelle si on devait en croire Donald Trump ? Écoutez, mon point de vue, c'est que, hélas, la diplomatie n'a pas marché. Moi, j'ai personnellement toujours été persuadée, parce que je l'ai suivi pendant très longtemps, que ça se terminerait par des frappes militaires contre le programme nucléaire iranien. Et si vous me demandez aujourd'hui, je suis à peu près aussi persuadée que ça va se retraduire par des nouvelles frappes militaires, alors qu'elles soient israéliennes ou américano-israéliennes, dès que l'Iran aura reconstitué une partie de ses installations nucléaires. Et quand le danger redeviendra urgent à traiter. Est-ce que vous avez été surprise par la participation américaine à cette opération du mois de juin ? Pour frapper, rappelons-le, l'installation nucléaire de Natanz, Ispahan et Fordow. Oui, oui et non. Oui, parce que c'est vrai que Donald Trump a été en partie élu en promettant qu'il ne ferait plus ce genre de choses, que les interventions militaires des États-Unis, en dehors des États-Unis, c'était terminé. Il a toujours cité en exemple l'Irak et l'Afghanistan, les guerres sans fin des États-Unis, même la Libye, qui finalement ont été relativement contre-productives. Et on citait tout à l'heure le vice-président J.D. Vance, qui est sur une ligne encore plus isolationniste que le président. Oui, parce que finalement, Donald Trump n'est pas isolationniste. En fait, il est en train d'inventer, je pense, une nouvelle forme d'impérialisme qui est de frapper et tout de suite partir. Je pense que c'est ce qu'il va faire aussi au Venezuela. On frappe, on vire Maduro ou alors on laisse faire l'opposition intérieure et puis après on se retire. Enfin, on verra si je peux peut-être être démenti par les faits, mais il y a une possibilité pour que ça se passe comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec les frappes
Alors là, c'était, oui, étonné parce que Donald Trump n'était plus censé lancer ce type d'intervention militaire, et non parce que les États-Unis ne veulent pas d'un Iran nucléaire. Ils savent que le danger vient est extrêmement urgent à traiter, et parce qu'Israël est un allié fondamental des Israéliens, et on ne pouvait pas les laisser faire ce travail tout seul. Alors, après, Trump a freiné un petit peu le bras de Netanyahou. Publiquement, devant les micros. Oui, en disant vous n'allez pas plus loin. Et ça reflète, je pense, la nouvelle doctrine en termes d'intervention qu'il est en train de mettre en place. Est-ce que ça peut faire évoluer? Pardon, je vous en prie. Non, c'est-à-dire qu'on va pas trop loin. Est-ce que ça peut faire évoluer la position de la France sur ce dossier-là? On a beaucoup parlé ces derniers mois de la question de la réinstauration, enfin de l'application du mécanisme de snapback. On laisse des délais à l'Iran. La France a toujours eu, vis-à-vis du sujet nucléaire iranien, une position très ferme. La France ne veut pas d'un Iran nucléaire. À chaque fois qu'on pose la question aux responsables français qui traitent ce dossier d'extrêmement près, et qu'on leur dit mais comment empêcher? Là, c'est trop tard. On voit bien que la négociation a échoué et que les Iraniens vont aller jusqu'au bout, et ils disent toujours non, ça n'arrivera jamais. Alors, c'est comme s'il y avait un bad cop et un good cop. Oui, la question d'une participation française à des frappes militaires contre les installations nucléaires iraniennes, pour moi, elle a longtemps été ouverte. C'est-à-dire que c'est une chose qui aurait pu avoir lieu. Il y a quelques années, par exemple, si Israël et les États-Unis étaient allés plus tôt. Enfin, en tout cas, c'est une question à l'époque de Nicolas Sarkozy, par exemple. C'est une question qui doit forcément être étudiée, puisque la France avait une position extrêmement ferme. Mais là, je pense que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Il y a, écrivez-vous dans le livre, un esprit de Munich qui flotte au-dessus de l'Europe, cette maladie de la volonté chez les peuples nantis. Vous citez la formule de Solzhenitsyn en 1970. C'est un défi qui est propre aux démocraties. Excusez-moi, j'ai pas... Ce refus de l'apaisement, cette crainte de répondre de manière ferme aux dictateurs, c'est une maladie, pour reprendre cette formule de Solzhenitsyn, qui est propre aux démocraties. Il y a plusieurs réponses. C'est une maladie qui est propre aux démocraties parce que les démocraties préfèrent la négociation à la manière forte pour résoudre les conflits. C'est une maladie qui est propre à l'époque parce qu'effectivement, à partir des années 90, on a cru que le monde était rentré on a cru qu'on était dans un monde post-historique, et que l'histoire était terminée. Enfin, c'était la fin de l'histoire de Fukuyama. Les Européens ont aimé ce slogan, la fin de l'histoire. Ils l'ont adoré. Donc c'est aussi une histoire de l'époque, mais c'est maintenant une manière de fonctionner qui me paraît complètement inadaptée au monde qui enterre l'Europe. C'est-à-dire que quand les Européens ont commencé à désarmer, or on désarme toujours plus vite qu'on ne réarme. Hein. Il faut quelques années pour désarmer et quelques décennies pour réarmer. On n'avait pas vu qu'autour de nous, le monde était soit resté sauvage, soit en train déjà de se réarmer. La Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, tout le monde en fait, en dehors de l'Europe, soit restait très puissamment armé comme les États-Unis, mais ça c'était une démocratie, donc on n'était pas menacé par les États-Unis, soit en fait vivait dans un monde, encore dans le monde de Hobbes, un monde de la force, avec une vraie volonté de se réarmer, et avec parallèlement une volonté politique de revanche contre l'Occident qui montait très très fortement, et une volonté de se venger de cet Occident qui avait accaparé toute la place sur le système international depuis la Seconde Guerre mondiale,
et qui avait voulu imposer des modèles dont certains pays ne veulent pas, ou certains dirigeants dictateurs, parce qu'ils ne veulent pas le pouvoir. Et ce modèle est un modèle qui, selon les pays mal nommés du Sud global, ne représente plus les rapports de force économiques aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a que les Européens qui pensaient que l'histoire avait disparu du continent et que la paix était là pour toujours. Ailleurs, c'était toujours un monde dur, un monde fait de force et de rapports de force, mais nous l'avions oublié. Pour terminer, Isabelle Assert, est-ce que cette approche molle, tiède, hésitante est celle que nous suivons également avec la Chine? Et est-ce que la gestion en particulier du cas de Taïwan, dont tu as brièvement parlé devant les caméras Donald Trump après sa rencontre avec Xi Jinping la semaine dernière, est-ce que ça sera un test décisif? Probablement. Ce sera un test décisif, Taïwan, déjà pour les États-Unis. Est-ce que la garantie de sécurité américaine avec Donald Trump est encore valable ou non? S'il n'y a pas de réaction américaine, malgré les accords qui lient Taïwan et les États-Unis depuis 1979, la réponse sera non. Et alors là, on va vers un monde où beaucoup de pays voudront développer la bombe nucléaire pour se protéger, à la place de la protection américaine qui a disparu. Je pense à la Corée du Sud, au Japon, etc. En ce qui concerne la relation de l'Europe à la Chine, elle est très compliquée. Elle est arrivée tardivement, en fait, cette réflexion chinoise au sein de l'Europe, beaucoup plus tardivement qu'aux États-Unis. On a longtemps vu la Chine comme un pays très pacifique, qui ne s'intéressait pas à la force pour résoudre les conflits, qui n'avait pas combattu depuis très très longtemps. Bon, sauf que quand un pays s'arme si puissamment que la Chine et qu'il dit régulièrement « nous allons récupérer Taïwan par la force s'il le faut », il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour voir ce que ça veut dire. Et l'Europe parle désormais, à propos de la Chine, de rival systémique. Rival systémique. Il y a eu la tentation du côté de certains Européens de se situer, et la France d'ailleurs avait cette tentation, puisqu'elle parlait d'être une puissance du milieu, en fait. Enfin, parlant de la Chine, c'est assez rigolo, mais de se trouver à équidistance entre les États-Unis et la Chine. La France résistait à l'appel, aux pressions des Américains qui demandent à l'Europe d'aller de leur côté pour s'opposer à la Chine. La France dit non, nous on n'a pas à aller du côté des Américains, on n'a pas à choisir entre deux modèles, le modèle chinois et le modèle américain. Alors on peut louer la volonté d'indépendance de la France et sa volonté de ne pas se plier aux pressions américaines. Mais en même temps, il faut faire extrêmement attention à ne pas mettre sur les deux plans un modèle démocratique, même si Donald Trump l'abîme à un point où on ne sait pas ce qu'il deviendra dans quelques années, et une dictature communiste. Là encore, il faut le faire avec tact. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que les États-Unis, leur démocratie, on est quand même au niveau du modèle politique, économique de ce côté-là, que c'est quand même encore l'Occident et qu'on n'a pas du tout d'appétence pour le modèle économique et surtout politique de la Chine. Donc on ne peut pas être juste comme ça au milieu. Gouverner, c'est choisir. Ouais. Merci beaucoup Isabelle Assert d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, Les fantômes de Munich, l'Europe face aux défis du monde contemporain. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. À très bientôt. Merci.